Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal, mais d'abord les titres. Meeting hier dans la région de Dosso, il est organisé par Agir 2016 pour soutenir Hama Amadou en 2016. Le Synfamed, le syndicat des médecins et chirurgiens dentistes du Niger, demande au ministère en charge de la fonction publique de recruter les 130 médecins sans concours. Dimanche 31 mai 2015, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de dominicale sur la télévision Labari qui reçoit comme invité le professeur Abarchi Jibril. Il est le président de l'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH. Avec notre invité, nous parlerons donc de la question des droits de l'homme au Niger. À tout à l'heure, professeur. Merci. Cela dit, je le disais dans les titres, Tidirka, un village situé à près de 7 km de la commune urbaine de Dosso, a servi de cadre hier samedi après-midi au lancement des activités d'un tout nouveau cadre du moderne FA Lumana dénommé Agir 2016. Ce cadre vise à mobiliser les militants du parti et les informer sur la vie de celui-ci afin de porter son soutien au président du parti moderne FA Lumana, Hama Amadou. Le résumé de ce meeting avec nos envois spéciaux Adam Soumana et Halidou Bourema. Hommes et femmes, jeunes et vieux, militants et sympathisants du Modem FA Lumana Africa de Tidirka et villages environnants ont tenu par la présente manifestation à témoigner de leur attachement sans faille aux idéaux du parti de Hama Amadou. Une mobilisation qui se passe de tout commentaire à mettre à l'actif du tout nouveau groupe dénommé Agir 2016. Nous avons décidé de démontrer à tous ceux qui sont à Niamey, qui organisent des meetings à coups d'argent, que le vrai peuple, il est avec nous. Et pour le démontrer, nous avons voulu faire un meeting non pas dans une ville où on paye pour donner à transporter des militants, mais nous sommes venus le faire dans le vécu, dans la vraie situation de vie des populations. Et nous avons voulu démontrer à travers ce meeting qu'on n'a pas besoin d'argent lorsqu'on détient la vérité. Aujourd'hui, la démonstration est faite. Donc Agir 2016, c'est un groupe qui a lancé ses actions à partir d'aujourd'hui. Nous agissons dans le cadre légal du moderne FA Lumana. Nous allons apporter notre contribution pour qu'en 2016, le président Hama Amadou trône à la présidence de la République. Occasion également pour Ibrahim Bana de lever tout équivoque sur les objectifs assignés à ce cadre sur lequel, selon lui, peut désormais compter le parti au cheval ailé pour la mobilisation des militantes et militants. Notre groupe, nous agirons toujours dans le cadre du moderne FA Lumana et de ses démembrements tant au niveau national qu'au niveau local. Ce meeting, il a été fait avec l'organisation a été assurée par la coordination départementale Lumana FA de Dosso, par le comité de base de Tidirka avec l'appui de villages environnants. Donc c'est des actions comme ça de sensibilisation pour rappeler à tous qu'il ne suffit pas de crier qu'on est Lumana, il faut agir pour Hama Amadou. Et comment agir? En allant s'inscrire sur les listes électorales et en votant pour que le président Hama Amadou devienne le président de la République du Niger. A noter que ce grand rendez-vous des Lumanistes d'un des bastions du parti, en l'occurrence la cité historique de Jarmakoy, a été très riche en adresses des responsables des différentes structures du Modem FA, aussi bien au titre de la région de Dosso que de Niamey, dont la délégation est conduite par le professeur Yacouba Harouna et l'intervention du représentant de l'ARDR de Dosso. Pour son baptême de feu, c'est un coup de maître que Agir 2016 vient de réaliser dans la cité de Koy.
Un mot de la politique encore avec cette brève. Après sa libération, l'ancien président du conseil de ville de Maradi et président du parti CPR Nganchi Kassou Mohamed Mokhtar a fait un retour triomphal ce dimanche dans la capitale économique du Niger. Il a été chaleureusement accueilli à plus de 7 km à l'entrée de la ville de Maradi, selon nos envois spéciaux. Et ça a été l'occasion pour le président Kassou Mokhtar d'animer un meeting à la population de Maradi, un meeting qui a drainé une foule nombreuse. Nous y reviendrons plus en détail avec nos envoyés spéciaux. Cette autre brève, le nouveau président du Nigeria est attendu ici au Niger le mercredi prochain. Selon RFI, c'est Mohamed Bazoum, ministre d'État à la présidence de la République du Niger, qui l'annonce, que le nouveau président du Nigeria, Mohamed Buhari, investi vendredi dernier, a choisi le Niger pour son premier déplacement à l'étranger. Il est attendu donc ce mercredi à Niamey où il doit s'entretenir avec son homologue nigérien, le président Issoufou Mahamadou. Selon cette même source, les échanges vont porter sur la question de la lutte contre Boko Haram, notamment les actions à entreprendre pour éradiquer le groupe islamiste et d'en finir avec le terrorisme. Alors que depuis 3 mois, l'armée nigérienne est engagée sur le terrain de la lutte contre Boko Haram. Pour le Niger, c'est un grand privilège, se félicite Mohamed Bazoum, et l'expression de la volonté du président Buhari de s'engager véritablement dans la lutte contre Boko Haram. Durant sa campagne, le nouveau président du Nigeria avait promis d'en faire sa priorité. Le 14 juin prochain, le collège d'enseignement général CG2 de Niamey aura 50 ans d'existence et un demi-siècle. Ça se fait occasion pour l'amicale des anciens élèves de cet établissement d'organiser plusieurs activités, dont un tournoi de football qui a pris fin ce samedi dans l'enceinte même de cet établissement. Et c'est l'équipe de CG2 qui a remporté. Suivez plutôt. C'est une grande retrouvaille entre les anciens élèves du CG2 de Niamey regroupés ce samedi dans la cour de l'établissement qu'ils ont fréquenté il y a plusieurs années de cela. Ils ont fait tous le déplacement pour un même objectif, préparer le cinquantenaire de la création du CG2. Et beaucoup se souviennent encore de leur séjour. En tant qu'ancien de cet établissement, je me réjouis vraiment de revenir, de faire des pas en arrière, des années en arrière pour retrouver cet établissement qui me rappelle effectivement beaucoup de souvenirs, des souvenirs de ma tendre enfance. Et je me souviens, ici c'était la direction, ça n'a pas changé. L'entrée était de ce côté à l'époque. Et on avait un directeur de l'établissement, M. Ferrand, qui était un blanc à l'époque. Et une bonne partie de l'encadrement était également des expatriés. Et ça me rappelait surtout l'ordre, la discipline, le travail. C'était vraiment le credo de ce jeu de l'époque. Nous sommes là aujourd'hui, nous avons été formés dans ces écoles. Il y a beaucoup de cadres que cet établissement a formés. Et aujourd'hui, on ne regrette pas l'enseignement que nous avons reçu dans cet établissement. Je me retrouve en ces lieux avec beaucoup de joie. Et également, je voudrais dire ici que cet établissement a créé des milliers et des milliers de cadres, aussi bien de l'administration civile que militaire. C'est au départ, en 1965, au courant du premier trimestre, qu'il y a eu un transfert de 3 ou 4 classes à l'école libanaise qui se trouve à quelques mètres d'ici au départ. Et l'année scolaire qui suivait, tout ce que vous avez comme infrastructure a été créé l'année qui suit. Et c'est en ce moment que nous avions occupé ces lieux. Je suis très fier, encore une fois, d'être ici. C'est un collège qui a créé des élites au Niger. Et je suis fière d'avoir été formée, d'avoir été encadrée dans cette école. Vraiment, je remercie beaucoup. J'ai retrouvé mes anciens enseignants. Je les remercie beaucoup. Je dis merci parce que grâce à eux, ce que je suis devenue, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ancienne élève du CEG2 de Niamey,
La première dame, Dr Lella Malika Issoufou, qui a contribué aux travaux de réhabilitation de l'établissement, a effectué quelques visites sur les chantiers des travaux avant de procéder à la remise des prix du tournoi de football qui a mis aux prises les équipes de 8 établissements de la capitale. La finale a opposé le CEG 1 au CEG 2 qui a remporté la Dame Coupe mise en jeu. En marge de cette finale, l'assistance a eu droit à une rencontre entre la formation des anciens élèves et celle des élèves du CEG2. Une rencontre qui a galvanisé la foule. C'est l'un des titres de ce journal. Le syndicat des médecins chez chirurgiens dentistes du Niger, Saint-Famed, est en colère contre le ministère de la fonction publique. Dans une déclaration publique ce dimanche, Saint-Famed exige entre autres le recrutement de 130 médecins à la fonction publique et rejette l'idée d'un concours pour le recrutement des médecins. La déclaration est lue par le secrétaire général de ce syndicat, Dr Megari Oumarou. Vu la constitution du 25 novembre 2010, considérant la plateforme revendicative du Saint-Famed issue du 7e congrès statutaire des Zender, considérant le ratio d'un médecin pour 18 000 habitants actuellement au Niger contre un médecin pour 10 000 habitants selon les normes de l'OMS, considérant qu'à l'heure actuelle, seuls 260 médecins se trouvent sur le marché du travail, considérant la lettre numéro 04714/MSP/DGR/DRH du 12 décembre 2014 du ministre de la Santé publique à son homologue de la fonction publique et de la réforme administrative qui dit, je cite, « Pour un souci d'équité, pour ce qui est des 114 postes de médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes à concourir, je vous demande de bien vouloir les transformer en postes de recrutement sans concours dans les mêmes conditions que pour les 130 postes qui sont déjà en phase de sélection définitive. » Fin de citation. Considérant les irrégularités et l'opacité qui caractérisent l'organisation des concours d'entrée à la fonction publique ces derniers temps, en témoignent les derniers recrutements des médecins sur dossier dont les critères retenus et l'ancienneté dans la date de la soutenance a connu des irrégularités monstres ayant conduit à l'abrogation de l'arrêté 03176 MFP/RA du 12 décembre 2014 portant liste des candidats définitivement sélectionnés au recrutement sans concours de 130 médecins à la fonction publique. Considérant que l'obtention par les Saint-Famed de l'abrogation du dit arrêté a révolté et outré le ministère de la fonction publique, mettant en nu leurs pratiques mafieuses. Considérant que la soumission des médecins à concourir est contraire à la pratique consacrée et n'a été motivée que par une intention morbide et revancharde de rattraper ce qu'ils ont perdu à travers l'abrogation de cet arrêté, c'est-à-dire le clientélisme, la fraude et autres basses considérations. Le Ben Saint-Famed 1. Dénonce et condamne les désirs morbides du ministère de la fonction publique de soumettre les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes au concours dont le seul but est de faire passer frauduleusement les parents, amis et connaissances. 2. Exige le parachèvement sans délai du recrutement de 130 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes sur dossier conformément aux directives du Conseil des ministres du 12 février 2013. 3. Rejette catégoriquement le principe du concours pour le recrutement de médecins et exige le recrutement de médecins sur dossier. Rend le ministère de la fonction publique seul responsable de la rupture de l'accalmie du front social et ses conséquences fâcheuses sur la vie des paisibles citoyens. Demande à tous ces militants et à toutes ces militantes de se tenir prêts et mobilisés pour un éventuel mot d'ordre. Je l'annonçais en début de ce journal, un invité sur ce plateau. Il s'agit du professeur Abarchi Jibril. Il est le président de l'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme, ANDDH. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez cette semaine, avec plusieurs autres organisations de la société civile nigérienne, rendu public une déclaration suite à l'arrestation de 2 acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moussa Tchangari d'Alternative Espace Citoyen et Nouhou Arzika du MPCR. Et l'heure est si grave pour un tel regroupement d'une quarantaine d'associations, professeur?
Merci de l'occasion que vous me donnez de revenir sur ces questions. Mais auparavant, je voulais quand même, puisque vous avez vous-même parlé d'acteurs de la société civile, je voudrais rappeler quand même à l'opinion et à l'intention de certains qui voient dans la société civile autre chose que ce qu'elle n'est pas. La société civile, ce n'est pas une communauté de frustrés de la République. La société civile, ce n'est pas une bande de personnes qui aboient pour réclamer leur part de gâteau. La société civile, ce n'est pas une bande de jaloux ou encore une bande d'irresponsables qui ne savent pas mesurer l'intérêt national. Ce sont des Nigériens tout aussi soucieux de l'avenir du Niger que les autres Nigériens, qu'ils soient gouvernants ou pas, et qui sont doués d'une capacité d'analyse au même titre que la classe politique. Il est important de rappeler cela. Et j'allais dire et reconnaître que s'il est vrai que la société civile a cet art, la classe politique a également cet art. Et le problème, c'est que les tares de la classe politique font plus de mal aux Nigériens et au Niger que les tares de la société civile. Il est bon de le souligner ici. Et il faut peut-être rappeler une citation que nous avions insérée dans une étude que nous avions faite il y a quelques années avec mon collègue Tijani sur la société civile. Une citation qui a tout son sens ici pour faire comprendre de quoi il s'agit quand on parle de société civile et quel est son intérêt. C'est une citation de Jacques Demargue dans Le Monde du 30 septembre 1999 qui disait ceci: en démocratie, la société civile est le socle de la société politique. Et les séismes politiques sont souvent l'onde de choc des fractures de la société civile. C'est pourquoi les sociétés politiques les plus évoluées et les plus évolutives sont celles qui savent solliciter pour améliorer la qualité de la décision politique, l'expérience, l'avis et la participation des hommes et des femmes, non pas seulement sur la base de leurs opinions et positions idéologiques, mais aussi à partir de ce qu'ils sont et ce qu'ils font dans leur quotidienneté. Et il avait conclu en disant que les sociétés qui savent conjuguer la démocratie politique et la démocratie sociale sont les mieux armées pour l'avenir. Il faudrait que nous comprenions ça. Parce que la vision que l'on a de la société civile aujourd'hui, notamment du côté des gouvernants, eh bien, laisse croire que la communauté des personnes qui composent la société civile, ce sont des gens qui sont là, qui ne sont pas contents, qui aboient, qui ne savent pas ce qu'est l'intérêt du Niger. Non. Nous sommes tout aussi conscients de l'intérêt du Niger que n'importe quel autre Nigérien, qu'il soit aux commandes ou pas. Ça, il faut se le dire très clairement. Et les problèmes que nous posons sont des problèmes qui concernent la société nigérienne, qui concernent les Nigériens. On peut fermer les yeux là-dessus, et bien, lorsqu'on va les rouvrir, on se rendra compte que c'est des problèmes réels. Voilà pourquoi nous avons été amenés, au regard d'un certain nombre de situations que vivent les Nigériens ou que vivent les Nigériens ou que vont vivre les Nigériens dans un proche avenir, nous avons fait une déclaration signée par 38 organisations de la société civile et nous avons demandé aux citoyens de se joindre à nous pour une marche le 2 juin prochain. Justement, professeur, quel changement voulez-vous obtenir et de qui? Nous avons posé un certain nombre de problèmes très précis. Entre autres, on pourrait rappeler que nous avions posé le problème de coupure d'électricité, dont tout le monde sait que là, il s'agit d'une réalité que vivent les Nigériens. Depuis un certain nombre d'années, on a investi des milliards dans l'électricité et on a chaque fois dit aux Nigériens, c'est terminé. À partir des investissements qui sont faits, vous n'aurez plus l'occasion de revivre les affres des coupures d'électricité. Nous nous sommes rendus compte que ces investissements n'ont pas servi à grand-chose. Dès qu'il y a un petit problème, on nous dit que c'est le Nigeria et nous retombons dans l'obscurité avec tout ce que cela comporte comme
problème sanitaire, comme problème économique, parce qu'il y a des entreprises, il y a des Nigériens qui ne peuvent plus manger quand il y a les coupures d'électricité. Il y a des Nigériens qui ne peuvent plus dormir quand il y a coupure d'électricité. S'il y a une classe qui, elle, peut dormir, quel que soit X, eh bien, elle doit savoir qu'il y a d'autres Nigériens qui ne peuvent pas vivre sans électricité. Ça, c'est une première chose. Nous avions posé le problème de la concession qui vient d'être faite à l'entreprise Bolloré. Tout le monde a vu l'entreprise Bolloré arriver pour faire des chemins de fer. Personne ne se doutait qu'elle allait aussi s'emparer des magasins sous douane. Qu'elle le fasse, tant mieux, si c'est de l'intérêt du Nigérien. Mais après les informations qui nous sont parvenues, à partir des réactions d'un certain nombre d'organisations professionnelles, il nous est apparu, si ces informations s'avéraient, que dans les jours qui viennent, les Nigériens risquent de connaître des hausses de prix des denrées. Alors, si c'est le cas, où est l'intérêt de Bolloré au Niger? C'est pour aggraver le panier de la ménagère? C'est pour ça que Bolloré est là? Nous avons pensé que déjà l'idée du chemin de fer, c'est pour réduire les coûts. Et si on dit réduire le coût, ça va nécessairement se répercuter aussi sur le coût des denrées qui sont transportées et du matériel en général. Mais voilà que apparemment, si de ce côté-là on risque de gagner, on ne sait jamais d'ailleurs, eh bien du côté du transit ou des magasins sous douane, on risque de se retrouver avec une surprise. Nous avons dit que là aussi, il y a problème. Nous avons posé d'autres problèmes également à côté de cette question de Bolloré. Nous avons posé la question de la réduction du prix de l'essence à la pompe. Beaucoup de Nigériens ne comprennent pas aujourd'hui que lorsque le Niger importait son pétrole de l'extérieur, avec le coût de transport et tout, et aujourd'hui que nous avons la fierté d'avoir notre propre pétrole, nous l'exploitons, nous le raffinons sur place, nous ne comprenons pas que chaque fois que nous entendons le coût du pétrole baisser à travers le monde, que nous soyons à le payer à son prix tel que nous l'avions toujours payé, et peut-être même plus cher qu'il ne l'était quand nous l'importions. Nous ne comprenons pas cela et les Nigériens ne comprennent pas cela. C'est des vrais problèmes que nous posons. Nous avions également posé la question de l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Que certains Nigériens trouvent que c'est des faux problèmes que nous posons, eh bien, ils ont juste à attendre l'installation de la nouvelle législature pour réaliser qu'il y a 58 personnes qu'on va payer pour un travail dont on ne voit pas très bien pourquoi ils sont là. Parce que déjà, il y a 113 députés et on a la certitude que le fait qu'ils passent à 76 n'aura aucune valeur ajoutée sur la qualité des lois ou encore sur l'action, le contrôle de l'action du gouvernement. Donc, pourquoi le Niger qui a d'autres priorités à gérer, pourquoi veut-il diable, si ce n'est pour satisfaire simplement l'intérêt de la classe politique dans son entièreté? Moi, je n'exclus pas l'opposition dans cette décision qui vient d'être prise, parce que tout le monde semble, au niveau de la classe politique, se contenter, expressément ou pas, ou par l'attitude qu'il adopte, se contenter de cette décision-là. Mais c'est les Nigériens qui auront à supporter cette charge inutile. Et nous avons également posé la question de la mauvaise gestion de l'épidémie de méningite. Nous avions dit que cette question a été mal gérée. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, des Nigériens soient réduits à pratiquement observer, attendre tout simplement que ce qui doit leur arriver leur arrive. À implorer seulement la grâce de Dieu parce que l'État est dans l'incapacité de vacciner au moins tous les Nigériens qui sont dans la classe d'âge à risque. L'État est dans l'incapacité de le faire. Comment comprendre qu'au regard de toutes ces situations que nous avions évoquées, et à côté, il y a la situation de l'insécurité. Tout à l'heure, vous l'aviez dit dans votre journal, l'enjeu de l'insécurité, l'enjeu de la secte Boko Haram. Nous ne comprenons pas que
au regard de tous ces enjeux, qu'on en vienne à nous proposer toutes ces dépenses qui sont inutiles et qu'on n'arrive pas à régler un certain nombre de problèmes tels que celui de l'électricité. Donc voilà un peu les problèmes qui concernent les Nigériens, qui ne sont pas de la fiction. C'est quelque chose que chaque Nigérien peut apprécier et de toutes les façons. Nous avons pensé par exemple qu'à propos de Bolloré, une autorité sortira pour dire non, ce que les commerçants sont en train de dire, ce n'est que des histoires, il n'y aura aucun impact de la gestion des magasins sous douane par Bolloré sur le panier de la ménagère ou sur, en tout cas, les produits importés. Nous aurions souhaité qu'une autorité sorte pour l'affirmer solennellement, pour dire aux Nigériens de ne pas s'inquiéter, il n'y a aucune hausse de prix découlant de ce que Bolloré aura en charge la gestion des magasins sous douane, par exemple. Donc voilà un peu l'objet de cette déclaration. Oui, et donc on a vu un chapelet de préoccupations que vous venez d'évoquer. Et, professeur, dans cette optique, les organisations de la société civile projettent d'organiser une manifestation le mardi prochain et pour dénoncer tous ces problèmes que vous venez d'énumérer. Pensez-vous que les autorités vont vous laisser tenir cette manifestation et de cas échéant, quelle sera votre C'est vrai qu'au regard de la gestion de la liberté de manifestation, qui est une liberté consacrée par la Constitution, et si elle est consacrée par la Constitution, il faut toujours rajouter que le premier responsable de l'État, le président de la République, a prêté serment sur le livre saint de sa confession, qu'il respectera et fera respecter les droits consacrés par la Constitution, entre autres. Sur cette base-là, nous osons croire que pour respecter son serment, eh bien, nous allons pouvoir manifester. Parce que c'est un droit que la Constitution reconnaît aux citoyens. Si d'aventure, ça devrait être interdit, nous le déplorons, nous sommes légalistes. Nous allons respecter la légalité. Si eux ne peuvent pas respecter la légalité, eh bien nous sommes légalistes. Nous allons respecter la légalité. Cela ne veut pas dire que nous allons baisser les bras. Cela veut dire que nous trouverons d'autres moyens de lutte pour faire entendre ces revendications qui concernent les Nigériens, qui ne concernent pas les acteurs de la société civile, qui concernent les Nigériens. Les actions que nous sommes en train d'entreprendre concernent l'ensemble des Nigériens, elles ne concernent pas que la société civile. Si des Nigériens pensent le contraire, ils se trompent vachement. Donc, professeur, et qu'est-ce qui justifie que c'est maintenant que les organisations de la société civile se retrouvent dans un seul cadre pour effectivement essayer de défendre les intérêts de la nation? Je crois que c'est les enjeux et une certaine prise de conscience. Parce que, et vous le savez, les jours derniers, on a beaucoup plus parlé au Niger de concassage des partis politiques, etc. Et à l'époque, la société civile, en tout cas certaines franges de la société civile, ont élevé la voix pour dénoncer ce qui se passait. Aujourd'hui, apparemment, on a changé de registre. On est derrière les journalistes, derrière les organisations de la société civile, et au moindre écart de langage, d'ailleurs, même s'il n'y a pas écart de langage, eh bien la réponse, c'est qu'on va vous poursuivre on va vous dire si c'est en rapport avec la sécurité, on va vous dire que vous êtes terroriste, ce qui est arrivé à M. Tchangari. Je rappelle aux auditeurs que Tchangari, comme nous, Arzika, sont poursuivis aujourd'hui pour atteinte à la défense nationale. Et l'article 63, alinéa 4, qui a été visé par le procureur, les expose à la peine de mort. Pour ceux qu'ils ont dit, on pense qu'ils doivent avoir le coup tranché. C'est la peine de mort. Article 63, alinéa 4, c'est la peine de mort. Il n'y a pas une autre sanction que la peine de mort à cet article-là. Pour ceux qu'ils ont dit, ils méritent la peine de mort. Soyez sérieux. Je pense que pour ceux qu'ils ont dit, ils ont donné un point de vue en tant que citoyen sur une situation, en tant qu'acteurs de la société civile. Nous avons dit qu'ils étaient dans leur rôle de contrôle citoyen de l'action du gouvernement. Parce que
le contrôle de l'action du gouvernement ne se fait pas que par les députés, qui eux apparemment ont baissé les bras. Comme on le constate, les moyens mis à leur disposition par la Constitution pour contrôler l'action du gouvernement, manifestement, ils sont défaillants. Et quand ils sont défaillants, la société civile, elle doit assumer son rôle, celui d'interpeller le gouvernement. C'est un contrôle citoyen de l'action du gouvernement. Nous avons le devoir, chaque fois que nous voyons qu'il y a quelque chose qui nous paraît anormal, de dire ça là c'est anormal parce que voilà ce que la société a convenu à travers les textes. Que la chose concerne la sécurité, comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, mais les Nigériens qui sont de la société civile ne sont pas moins soucieux de l'avenir du Niger ou encore de ce qui nous arrive en termes d'atteinte à notre sécurité ou à l'intégrité, à l'intégrité territoriale, ne sont pas moins soucieux que la classe politique de ces questions-là. Mais nous sommes tous des Nigériens. Si on a convenu de quelque chose, rappelez-vous d'ailleurs, je vais faire ce rappel historique, quand il y avait la rébellion armée, à l'époque la rébellion Touareg, je me souviens que feu le président Barré, que Dieu ait son âme, nous a dit, mais écoutez, pourquoi chaque fois que vous faites un communiqué, c'était à propos de l'ANDDH, vous ne parlez que des rebelles ou des Touaregs qui ont été tués, vous ne parlez pas des autres Nigériens qui sont militaires, parce que même s'ils sont militaires, ce sont quand même des hommes. Et nous partageons parfaitement cette analyse. Le Nigérien, qu'il soit militaire ou qu'il soit civil, a droit à la protection de la loi, a droit à jouir de tous les droits de l'homme. Donc, quand nous disons qu'ici il y a tel ou tel dérapage, c'est parce que c'est ce qu'on a convenu dans les textes. C'est ça que nous rappelons. Et je pense que ce n'est pas parce que nous sommes des gens insouciants, peu conscients de ce qu'ils font, peu conscients de l'intérêt national, peu conscients de l'intérêt de la sécurité ou de la situation dans laquelle se trouve notre armée, qui est une situation très délicate parce qu'elle a affaire à un ennemi, comme on le dit, c'est une guerre asymétrique, donc c'est une situation très particulière. Mais ce n'est pas parce que c'est une situation particulière qu'on doit dire, bon, tout le monde doit se taire et on ne doit rien dire là-dessus. Non. C'est le rôle de la société civile d'interpeller dans la limite en prenant en compte les situations graves qui se présentent. Et d'ailleurs, la société civile, moi je dirais, elle a bien compris cela et sa réaction n'a pas dépassé la limite de ce qui correspond à l'intérêt national et à la situation sécuritaire. Oui, donc relativement au cas de Moussa Tchangari et nous, Arzika, professeur, et vous, quel commentaire vous citez à ces deux arrestations? Pour moi, d'abord, je parlerai de l'interpellation de Tchangari. Quand on l'a poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ou autre, ça, c'est comme on l'a fait avec les militants de Lumana. En fait, on savait parfaitement que ces faits ne sont pas constitués, puisque la preuve, c'est que la justice a disqualifié cette infraction-là et a retenu un autre chef de suspicion ou d'inculpation. Mais c'était juste pour pouvoir le garder à vue pendant 10 jours. C'est ça qui a fait qu'on sait, tout en sachant bien que cette infraction n'était pas constituée, on l'a placé sous ce régime-là pour pouvoir le garder à vue pendant 10 jours. C'était fondamentalement ça qui a fait qu'on a parlé de terrorisme. Fort heureusement, les juges savent lire la loi et nous pensons d'ailleurs, et nous l'espérons en tout cas vivement, que la justice finira par dire la réalité des faits et prendra la décision qui convient. En ce qui concerne Nuhu Arzika, je pense que l'arrestation de Nuhu Arzika se situe toujours dans la même dynamique qu'il faut faire taire la société civile. Parce que ce sont les acteurs de premier plan, si vous avez remarqué, qu'on a ciblés et on les a arrêtés, en pensant que, en les arrêtant, eh bien, tous les autres vont se taire. Et la société civile, comme la classe politique de l'opposition s'est tue,
et a fait profil bas, on pense que ça va être la même chose que la société civile. Je pense que chacun est dans son rôle. Nous sommes dans notre rôle d'interpellation. Si l'opposition, elle, a cessé de s'opposer, c'est son droit de cesser de s'opposer, puisque c'est tout ce qu'on peut dire. Face à un certain nombre de situations, elle ne s'oppose plus, alors qu'il y a un statut de l'opposition qui lui demande de s'opposer. Mais la société civile, elle va continuer à jouer son rôle, qui est celui du contrôle citoyen. Donc chaque fois qu'il y a un acte de gouvernance qui est posé, à propos duquel la société civile a son mot à dire, elle va le dire. Et donc, professeur, peut-être une dernière question. Que comptez-vous donc entreprendre après l'événement du mardi prochain pour faire aboutir vos objectifs? Et vous savez, le combat de la société civile, c'est un combat qui n'est jamais terminé. La marche qui a été envisagée n'est qu'une première étape. Ce n'est pas, nous ne nous faisons pas d'illusion qu'il suffit de marcher le 2 pour que tous les problèmes que nous avons évoqués soient réglés. Bien sûr que tous les problèmes évoqués ne seront pas réglés, mais on va continuer dans la limite de ce qui nous permet de faire la légalité. Nous allons continuer à manifester notre désaccord avec telle ou telle décision qui aura été prise. Et je pense que notre combat sera d'autant plus légitime que les citoyens eux-mêmes, dans les jours à venir, vont se rendre compte de la justesse de ce que nous sommes en train de dénoncer. Parce que la réalité, elle va s'imposer d'elle-même. Donc, si les citoyens pensent au contraire qu'il faut se croiser les bras et attendre sagement que tout leur vienne comme ça, comme sur des roulettes, je crois qu'ils se trompent. Oui, donc relativement à ce que vous venez d'évoquer, quel est votre message à l'endroit de la population nigérienne? Moi, à l'endroit de la population nigérienne, je dirais tout simplement que ce que l'auteur dont j'ai cité tout à l'heure a dit, les sociétés qui savent conjuguer la démocratie politique et la démocratie sociale sont les mieux armées pour l'avenir. Eh bien, c'est ça que je veux que les Nigériens comprennent. Qu'ils soient Nigériens simples, qu'ils soient Nigériens de la classe politique, je leur demande de considérer que la société civile n'est pas un ennemi de la classe politique. La société civile est dans un rôle qui se doit d'être joué dans toute démocratie, parce que c'est la conjugaison de cette approche de la société civile, de ce rôle de la société civile. Et d'ailleurs, le président Issoufou lui-même, je me souviens bien de ce qu'il a dit. Il a dit ceci, et je veux bien que les gens le tiennent bien. Il a dit, nous voulons être critiqués, parce que s'il n'y a pas de critique, on s'assoupit. C'est ça qu'il a dit. Et donc, je suis surpris de voir que quand on critique, eh bien, au contraire, c'est le bâton qui frappe. Je voudrais bien rappeler à l'attention du président de la République ce qu'il a dit. Sans la critique, on s'assoupit. Et donc, nous ne voulons pas qu'il s'assoupisse, nous voulons qu'il continue à tenir compte de cette critique et à prendre en compte et à agir dans l'intérêt des Nigériens. Donc, merci professeur. Je rappelle que vous êtes le président de l'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme en DDH. Et merci d'avoir accepté notre invitation qui nous a permis de faire le contour de la situation sociopolitique du pays. Et je rappelle que vous êtes membre d'un collectif d'organisation de la société civile nigérienne, signataire d'une déclaration dans laquelle ces organisations projettent d'organiser une manifestation le mardi prochain pour dire non à ce qu'elle a énuméré donc dans la société civile dans cette déclaration. Merci professeur et merci à vous qui nous avez suivis. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. C'est la fin de cette édition. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.